Bonjour et bienvenue sur Chef, le podcast du management positif. Je suis Sophie Plumer, RH et manager et passionnée par les sujets de management. Mon ambition avec Chef est de diffuser des pratiques de management innovantes, bienveillantes et audacieuses pour aider les managers à faire ressortir le meilleur talent de leurs équipes. Bienvenue dans ce 5e épisode de Chef. C'est un épisode plutôt personnel que je vous livre aujourd'hui puisque je voulais vraiment vous partager une expérience marquante vécue en tant que manager et RH. Je vous parle aujourd'hui du sujet du handicap en entreprise. J'ai eu la chance d'être la RH de plusieurs collaborateurs en situation de handicap, de les accompagner, parfois au moment douloureux de la découverte de leur handicap, à l'âge de 25, 35 ou même 50 ans. Puis j'ai managé une personne en situation de handicap. Alors que je pensais avoir vécu déjà pas mal de situations managériales, celle-ci m'a laissé vraiment dans l'embarras, mais sûrement celle qui m'a fait le plus grandir. Au début, je n'avais pas de repères sur les bons et les mauvais réflexes managériaux à adopter. Je me posais pas mal de questions. Puis-je parler de ce sujet ? Comment en parler simplement ? Quelle est ma légitimité à évaluer un collaborateur qui vit une situation qui me paraît très difficile et avec laquelle je ne suis pas à l'aise ? Comment lui fixer des objectifs ? J'avais des sentiments parfois contradictoires entre compassion excessive et ras-le-bol que ce sujet monopolise toutes nos conversations. Bref, j'avais besoin d'aide, et par chance, donc je travaille chez Wavestone, un cabinet de conseil qui se mobilise sur ce sujet. J'ai été à la fois accompagnée par 2 personnes de la mission handicap du cabinet, puis j'ai suivi une formation sur le management de personnes en situation de handicap. J'y ai vraiment appris beaucoup de choses qui en auraient plus largement ma manière de manager. Lundi 16 novembre démarre la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'était le moment idéal pour vous parler de ce sujet qui me tient personnellement à cœur. C'est un sujet qui me paraissait important d'aborder dans Chef, car le management positif est aussi un management inclusif qui favorise et accompagne la diversité en entreprise. Quand on sait que 80% des handicaps en entreprise sont invisibles et que 12 millions de Français sont déclarés handicapés, on se dit qu'on a forcément dans notre environnement de travail quelqu'un qui est ou qui sera concerné par le sujet. Donc autant être prêt à l'accueillir et à l'accompagner. J'en viens à mon invité du jour, Damien Caillot. Damien est consultant sur le sujet du handicap en entreprise, et pour tout vous dire, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses sur ce sujet-là. Il est en train de monter 2 super projets qui résonnent beaucoup avec la promesse de Chef, et il est lui-même en situation de handicap. Avec Damien, nous avons abordé bien sûr le sujet du handicap en entreprise, ce qu'est une entreprise handi-accueillante, les meilleures pratiques à mettre en place, le rôle du manager, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On y parle d'écoute, de confiance, d'aménagement de poste, de bienveillance. Dernière chose, nous avons enregistré l'épisode à distance. C'était mon premier enregistrement à distance. Le son est un peu moins bon que d'habitude, je vous prie vraiment de m'excuser. J'ai essayé de maximiser la qualité, mais parfois il reste peut-être quelques défauts. J'ai demandé l'avis à des personnes objectives avant de le publier, ils m'ont assuré que ça s'écoute bien, mais je voulais quand même vous prévenir de ce petit aléa. Voilà, après cette longue intro, je vous laisse avec ma conversation avec Damien Caillot, et je vous retrouve en fin d'épisode pour le traditionnel débrief. Salut! Salut Damien. Bonjour Sophie. Je t'ai invité sur le podcast pour parler d'un sujet qui me tient très à cœur et je sais que tu partages, c'est le sujet du handicap et de l'accompagnement des collaborateurs en situation de handicap en entreprise et aussi l'accompagnement de leur management. Donc toi, tu es expert du sujet du handicap en entreprise et tu as eu aussi une actualité pro assez intense en ce moment puisque tu es cofondateur de 2 nouvelles offres, 2 nouvelles entreprises que sont Quid et Gamino. Donc avant de peut-être de rentrer plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, pourquoi tu adresses le sujet du handicap et comment tu le fais à travers tes différents projets et tes différentes offres professionnelles. Merci Sophie. Alors moi, pour me présenter très brièvement, parce que je pense que c'est important aussi, je le dis souvent, on vient rarement par hasard sur le sujet du handicap. C'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, par exemple, je n'étais pas nécessairement programmé à faire le métier que je fais aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison, c'est que moi j'ai une première partie de carrière où j'ai fait une école de commerce, où j'ai eu différentes fonctions dans un grand groupe d'agroalimentaire, jusqu'à être directeur commercial d'une filiale, où là on est venu me diagnostiquer une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Alors je ne vous demande pas de retenir le nom, si ce n'est que ça peut rapporter quelques points au Scrabble, c'est le seul point positif que j'ai trouvé à cette maladie. Le surnom de cette maladie, c'est la colonne bambou, donc c'est un rhumatisme inflammatoire et qui dans la consolidation donc de la colonne vertébrale, d'où le surnom de la colonne bambou. Mais quand j'explique cela, c'est pour dire que moi, je me suis retrouvé à un moment donné dans ma carrière professionnelle où on est venu m'annoncer que je ne pouvais plus exercer mon métier comme tel. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme je le disais tout à l'heure, j'étais directeur commercial donc d'une filiale avec un territoire de jeu qui s'appelait la France entière,
où j'empruntais bien évidemment la voiture quotidiennement, parfois le train et plus occasionnellement l'avion. Et on est venu m'annoncer que je ne pouvais plus emprunter ces moyens de transport. Il m'a valu, au-delà d'avoir cette impression de se prendre, entre guillemets, si vous m'autorisez l'expression, un mur à 200 à l'heure, m'a permis de me remettre en cause et je me suis dirigé vers une formation qui a duré un peu plus de 10 mois, une formation RH. J'ai fait cette formation durant 10 mois. Au retour de cette formation, je me suis installé en tant que consultant RH. Et je précise bien consultant RH, puisque l'univers du handicap connaissait, pour ainsi dire, pas. Je dirais la connexion qui pouvait exister, les sujets qu'il pouvait y avoir en entreprise, je les connaissais pas ou peu, si ce n'est pour ma personne. Et donc, je m'installe en tant que consultant RH. Donc là, à l'époque, nous sommes au mois de mai 2010. Et une personne qui avait été avec moi en formation, qui était DRH adjointe d'un laboratoire pharmaceutique, un jour me dit Damien, je t'ai écouté à plusieurs reprises intervenir au cours de la formation. Je sais comment tu parles à la fois de ta maladie, à la fois de tes projets, tes perspectives et ainsi de suite et tout. Elle me dit je sais pas pourquoi, mais ça pourrait avoir du sens que tu m'aides parce que dans ce laboratoire, ils avaient une politique handicap qui était presque au niveau zéro et elle avait besoin de soutien et d'un accompagnement pour le faire. Et en fait, je suis allé, j'ai bien évidemment répondu favorablement à sa demande et ça a été pour moi une véritable révélation. C'est-à-dire que pour le coup, je me suis dit, mais ce ne sont pas du tout les RH dont je veux m'occuper. C'est réellement ça. C'est réellement le handicap en entreprise. C'est réellement l'épanouissement des collaborateurs à leur situation de handicap. C'est comment on fait pour recruter des personnes en situation de handicap ou des personnes handicapées en entreprise. Comment fait-on pour rendre une entreprise accueillante? Oui, c'est à ce moment-là qu'interviennent du coup les deux projets que tu portes en ce moment, que sont Quid et Gamino. À titre personnel, je les trouve vraiment fantastiques. Ils résonnent complètement avec la promesse de chef, qui est de prôner le management positif. Donc le premier, c'est Quid. Je te laisse peut-être nous en dire 2 mots. Comme tu le disais, Sophie, donc mon actualité qui est un peu riche ces derniers temps, en fait, avec la rencontre d'une personne qui s'appelle Séverine Asler. Séverine avait le projet de créer de la sensibilisation auprès d'enfants sur le sujet du handicap. Et en fait, moi, quand elle m'a soumis l'idée, j'ai été séduit par l'idée. Et en fait, de fil en aiguille, de l'idée qui me séduisait, on a réussi à concocter, à édifier quelque chose, à créer quelque chose, à construire, à co-construire plutôt un cabinet dans lequel je pense on est à la fois innovant et différenciant. C'est-à-dire que on a une approche de l'accompagnement d'entreprise, c'est-à-dire que on va du coaching entre guillemets de la mission handicap ou du référent ou de la référente handicap quand celles-ci sont connues et identifiées dans l'entreprise, jusqu'à la montée en compétences sur le sujet du handicap des services RH et des services recrutement, avec toujours cette quête et cet objectif à rendre demain et le plus tôt possible l'entreprise réellement handi-accueillante, à monter aussi sur le sujet et à monter en maturité, sur le sujet du handicap, les managers, avec une dimension bien évidemment bienveillante. D'ailleurs, le nom de notre cabinet qui s'appelle Quid, donc orthographié avec un K, un O, un U, un I, un D et un E, veut dire en japonais et toujours avec cette orthographe, avec bienveillance. Et la finalité de tout ça, et c'est ce que je disais un petit peu en préambule tout à l'heure, c'est aussi de chercher à chaque fois l'épanouissement. Quand on parle là de collaborateurs en situation de handicap, c'est de les accompagner au quotidien. À travers ça, le message à faire passer, c'est que dans le monde de l'entreprise, le handicap reste malheureusement encore la première des discriminations. C'est génial, c'est une jolie histoire humaine et professionnelle qui a en plus beaucoup de valeur pour les entreprises sur le sujet du handicap. Donc tu nous as parlé d'accompagnement, de formation, de coaching, mais je crois que vous avez aussi travaillé sur le sujet de la sensibilisation. Et là, pour la sensibilisation, on a développé en association avec une start-up. Cette start-up s'appelle EasyMob. Enfin, ensemble, on a créé une plateforme digitale qui s'appelle Gamino, Gamino. Notre volonté, on est parti d'un postulat qui était le confinement, le fait de la généralisation plus ou moins du télétravail, la difficulté de pouvoir faire des événements en présentiel. On le voit, malheureusement, le confinement, on le vit à nouveau. Donc, difficulté de faire un événement en présentiel. Donc, on s'est dit, il faut absolument passer par le distanciel. Sauf que, moi, par expérience, je reste intimement convaincu que la meilleure des sensibilisations, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation par la ressemblance. Rien de mieux de se mettre dans la situation de la personne handicapée pour se rendre compte du handicap. Je prends par exemple, on vous met un masque sur les yeux, on vous demande de faire un parcours dans une entreprise ou autre. Vous assurez que vous allez vous rendre compte des difficultés du fait de ne pas voir. La même chose si on vous met dans un fauteuil roulant, vous allez voir que la manipulation d'un fauteuil roulant, le fait de pouvoir vous déplacer, ça va être extrêmement compliqué. Donc je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la sensibilisation par la ressemblance.
Donc, partant de ce postulat, c'était de faire quelque chose en digital, tout en faisant de la sensibilisation par la ressemblance. Et en fait, l'avantage, c'est que avec cette jeune start-up, qui est un peu un pléonasme en disant ça, mais je tiens vraiment à dire jeune start-up parce qu'ils ont tous les trois 24 ans. On a réussi à faire une plateforme digitale dans laquelle il y a 5 activités différentes où les personnes qui participent, donc les collaborateurs des entreprises qui participent, sont systématiquement en situation de handicap à un moment donné. Donc ça va être avec la cécité, ça va être avec l'ouïe, ça va être sur les troubles 10, ça va être sur le tremblement essentiel et ainsi de suite. En fait, on veut vraiment que ça soit une expérience qui aille bien au-delà de la sensibilisation pure. C'est-à-dire qu'au-delà de la sensibilisation qui est sur un mode, on va dire, plutôt ludique, un peu de serious game, mais au-delà de ça, on veut vraiment que les collaborateurs qui participent s'en sortir, entre guillemets, grandis. Et je serais tenté de dire un petit peu, c'est pas présomptueux, mais je serais tenté de dire un peu chamboulé. Quand je dis chamboulé, c'est de se dire, oh là, ok, mais je savais pas que ça pouvait être ça. Tiens, je savais pas que sur tel type de handicap, on pouvait être confronté à ça. En quoi le sujet du handicap est un sujet clé pour les entreprises et pourquoi est-ce qu'elles doivent s'en emparer? Plusieurs raisons. La première est d'ordre légal. Toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent avoir 6% de leur effectif en situation de handicap, du secteur privé comme du secteur public. Lorsque ces entreprises-là n'atteignent pas ce taux de 6%, il y a ce qu'on appelle une contribution AGFIP pour le secteur privé et une contribution FIP pour le secteur public. Deuxième raison, elle est aussi que notre société doit devenir beaucoup plus inclusive. Il n'est pas normal que le taux de chômage des personnes handicapées soit le double des personnes valides. Il n'est pas normal qu'une personne handicapée, selon le handicap que vous avez, vous n'allez pas pouvoir prétendre à rentrer dans certains appartements puisque l'appartement ne sera pas équipé. Damien, quand on parle de société inclusive, on parle de quoi concrètement? Une société inclusive, c'est une société qui est sans privilège, sans exclusivité, sans exclusion et sans cynisme. Ça fonctionne pour le handicap, ça fonctionne aussi sur d'autres aspects. On peut aller sur d'autres champs de la diversité et d'avoir les mêmes piliers, bien évidemment. Mais concernant le handicap, c'est ça. Et en plus de ça, c'est que je pense que le fait de demain d'avoir des personnes en situation de handicap dans son effectif, je pense que le handicap n'est pas une compétence. Mais pour autant, la performance n'est pas antinomique avec le handicap. Moi, j'ai bon nombre d'exemples de personnes qui sont qui ont des situations hautement placées dans les entreprises, qui sont à la tête de très très grandes entreprises et qui sont en situation de handicap. Et je peux vous assurer que s'ils sont à ces postes-là, c'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap, c'est parce qu'ils sont compétents. Donc, ce que je veux dire par là, c'est aussi à un moment donné qu'on œuvre et qu'on travaille à banaliser en fait le handicap. En fait, si je devais résumer ma quête en quelques mots, c'est ça. Moi, mon but, c'est de banaliser, c'est qu'à un moment donné, ça ne soit plus un sujet. Donc, pour que ça ne soit plus un sujet, il faut sensibiliser les plus jeunes dans les écoles. Il faut sensibiliser l'ensemble de la population actuelle, donc à travers nos entreprises, bien évidemment, mais pas que, de telle manière que les gens ne puissent pas avoir la réflexion que je faisais tout à l'heure, ou parfois dans le recrutement, on puisse se dire ah mais tiens, moi je n'embauche pas parce que la personne, je ne sais pas quelle posture avoir, je ne sais pas quelle pratique avoir, je ne sais pas quel verbatim employer, alors qu'en fait ce type de question ne devrait même pas se poser. Tu as commencé à mentionner différentes formes de handicap, mais je veux bien qu'on revienne dessus pour que ça soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent. Alors je vais en dire un peu plus. Bon, il y a différentes familles de handicap, moteur, sensoriel, psychique, mental. Mais à travers ça, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le monde de l'entreprise, 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Ça porte bien son nom. Il est invisible. C'est-à-dire que des gens peuvent être diabétiques, des gens peuvent avoir la maladie que j'ai, la personne arthrite ankylosante. C'est-à-dire que surtout dans ces premières années, la maladie se voit peu. Enfin voilà, il y a bon nombre de pathologies qui ne se voient pas à l'œil nu. Il est fort probable d'ailleurs que les uns et les autres, ou les unes et les autres, vous travaillez à côté de collègues qui sont peut-être en situation de handicap et qui pour autant, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas. Peut-être que ces personnes-là n'ont pas non plus osé en parler, parce que faut aussi libérer la parole, je pense, sur ce sujet-là. Quand je dis qu'il y a une démarche à faire de la part des entreprises, qui est quand même plus ou moins le cas, enfin, je veux dire, ça avance vraiment sur ce sujet, mais il y a aussi à libérer la parole, je dirais, de la part des personnes en situation de handicap ou des personnes handicapées, qui vont être, comme je le dis à chaque fois, plus on est en harmonie, entre guillemets, avec son handicap, plus on est à l'aise pour pouvoir en parler. Par exemple, quelqu'un qui peut avoir des crises d'épilepsie, il est quand même important peut-être de savoir un petit peu quoi faire si la personne fait une crise, ce type de choses. Mais ça, pour le coup, c'est libre aux collaborateurs de pouvoir en parler, parce qu'il n'y a aucune obligation de le faire, et il faut surtout pas qu'il y ait une obligation.
Il faut justement que ce collaborateur se sente en confiance de pouvoir le faire. Pour avoir ce degré de confiance pour justement libérer cette parole, ça ne passe par qu'un seul moyen, c'est que l'entreprise soit réellement handi accueillante. C'est-à-dire handi accueillante non pas que dans sa marque employeur, comme on peut parfois l'entendre ici ou là, mais qui doit l'être aussi, je dirais, en interne. Et je serais même tenté de dire surtout en interne, en fait. Justement, quelles sont les meilleures pratiques que des entreprises ou des managers peuvent mettre en place pour faire de leur entreprise une entreprise handi accueillante? Alors sur quelques exemples, alors après c'est selon la taille bien évidemment des entreprises, mais d'une manière générale et on va dire de manière un peu plus synthétique, en fait c'est quoi? C'est dans un premier temps, c'est d'identifier quelqu'un en interne dans l'entreprise qui va avoir la responsabilité de ce sujet. Alors, il s'avère que la loi de 2018 maintenant oblige toute entreprise de plus de 250 salariés à avoir un référent handicap. Donc ça c'est la première des choses. Après la deuxième des choses, c'est d'expliquer aussi pourquoi on veut être handi accueillant. Est-ce que c'est la volonté d'une personne dans l'entreprise ou est-ce que c'est la volonté des dirigeants de l'entreprise et de l'ensemble de l'ensemble de l'organigramme de l'entreprise? Je dis ça pourquoi? C'est parce que la politique handicap soit performante, il faut vraiment que du haut en bas et de bas en haut, tout le monde soit concerné par le sujet. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui ont essayé de mettre en place des politiques handicap, mais ça appartenait, on va dire, qu'à une ou deux personnes, ou allez, 3 ou 4, ça n'a jamais été concluant, malheureusement. Et donc là, le but, c'est réellement que ça appartienne à tout le monde. Donc, et puis après, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est important, qu'à un moment donné, quand on est handi accueillant, je connais des sociétés qui le sont réellement handi accueillantes, et qui, par exemple, dans leur phase de recrutement, n'expliquent à aucun moment que l'entreprise est handi accueillante. Et pour autant, ces entreprises-là peuvent me dire, parfois, elles me disent, mais je comprends pas, Damien, on n'a pas de candidat en situation de handicap. Je dis, mais oui, mais est-ce que vous avez, est-ce que au cours des entretiens, est-ce que vous avez parlé à un moment donné du côté handi accueillant de votre entreprise? Et là, la personne m'a dit, mais non, mais Damien, tu comprends, sur un entretien qui est minuté, on a 3/4 d'heure ou 1 heure, tu te doutes bien qu'on n'en a pas parlé. Et je dis, mais comment vous voulez que le candidat ou la candidate en face de vous puisse vous en parler si vous-même vous n'en parlez pas? Le candidat, il est là pour rechercher un job. Donc, pour le coup, si vous n'en parlez pas, la personne ne va pas en parler. Parce que, toujours pareil, 80% des handicaps sont invisibles. Dites-vous bien que quand une entreprise ne met pas en avant, justement là, je parle en termes de recrutement, hein, dans le process de recrutement, si elle ne met pas en avant cette dimension handi accueillante, si la personne qui a déjà peut-être des représentations négatives en disant, oh là là, peut-être pas que je parle de mon handicap, on m'a déjà dit qu'il fallait pas que je le mentionne sur mon CV, fallait peut-être pas que j'en parle au cours des entretiens, elle va pas être très enclin d'en parler au cours justement des entretiens. Elle va se dire, je verrai une fois embauché. Hein. Donc ça, pour le coup, c'est réellement de mettre ça en place. Et ça, c'est une dimension qui est rarement faite. Hein. Je tiens vraiment à le préciser, qui est vraiment rarement faite. Quatrième élément, c'est à un moment donné, c'est de sensibiliser et de former ses collaborateurs sur le sujet du handicap. Le service RH, on va dire, est formé sur le sujet, mais si les managers ne le sont pas, ça va pas suffire. C'est-à-dire que le manager, quand il va être dans son service, dans son business unit, ce manager-là, s'il n'est pas sensibilisé sur le sujet, pour lui, ça va être extrêmement compliqué et complexe. Pour lui, ça peut même lui faire peur. Hein. Je veux dire, il y en a réellement hein, qui peuvent avoir peur en se disant, oh là là, mais comment je vais faire? Moi, j'ai des objectifs à atteindre, ainsi de suite. Ce type de handicap, je le connais pas du tout. En fait, ce qu'il faut à chaque fois, c'est expliquer. En fait, et Sophie, tu en sais quelque chose, c'est que quand on fait une formation ou autre, en fait, on s'aperçoit que s'il y avait un avant et un après, on s'aperçoit bien que les gens, il y a une ouverture d'esprit et en se disant, tiens, mais c'est vrai que ça, je n'avais pas pensé, ou ça, je vais être un peu plus à l'aise sur ces sujets-là, sur cette thématique-là, je vais être beaucoup plus à l'aise qu'auparavant. D'ailleurs, on peut peut-être s'attarder un peu sur ce sujet-là, le management de collaborateurs en situation de handicap. Comme tu le dis, il y a beaucoup de managers qui ne se sentent pas à l'aise avec le sujet, soit qui ont peur d'en parler, soit qui ont un biais lié au handicap dans l'évaluation ou le staffing ou le traitement de leurs collaborateurs. Enfin, qu'est-ce que ça change le handicap pour un collaborateur dans une entreprise et est-ce que ça doit changer quelque chose dans les actes de management? Je serais tenté de dire, là, je vais avoir deux versions en fait. La première version, c'est qu'en fait, tout cela dépend du handicap. La majorité des handicaps en entreprise ne nécessitent pas d'aménagement de poste. Donc, je serais tenté de dire, c'est une personne qui peut pas travailler le plus normalement du monde, je dirais, comme tout à chacun, sans différenciation, sans stigmatisation. Tout le problème qui se passe derrière ça, c'est que très souvent, le simple emploi du mot handicap crée une stigmatisation, même pour la personne qui est en situation. C'est-à-dire qu'il y a une forme de traumatisme, le fait d'apprendre que vous êtes entre guillemets handicapé. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de violence, une violence verbale. Hein, c'est-à-dire que quand vous l'avez, il y a une espèce de violence verbale. Je suis désolé, la langue française qui est pourtant
extrêmement riche ne permet pas d'avoir de synonyme au mot handicap. Damien, je reviens juste sur la notion d'aménagement de poste. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et à quoi ça sert ? Les aménagements de poste sont faits pour, entre guillemets, compenser, je dirais, non pas le retard ou le moins de productivité, mais je serais tenté de dire, pour compenser de telle manière à ce que la personne, ça compense en fait son handicap. C'est-à-dire que si son handicap, par exemple, c'est quelqu'un qui a besoin d'un fauteuil ergonomique ou qui a besoin d'un bureau modulable parce que sa pathologie nécessite peut-être d'être en station debout ou assise de manière assez régulière ou autre, ça peut complètement rentrer dans cette démarche-là. Et d'ailleurs, beaucoup d'outils ont été inventés pour les personnes handicapées, et je parle là dans le monde de l'entreprise, se généralisent, je dirais, et ça c'est de la véritable inclusion. Par exemple, le bureau modulable, c'est quelque chose dans les entreprises, je peux vous assurer que quand vous avez un ou une collègue qui a un bureau modulable, vous assurez que l'ensemble du bureau se dit non mais moi je veux le même. L'être humain n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Bien évidemment, avoir des temps en étant debout ou assis, ce serait l'idéal pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que, à mon sens, ça ne devrait pas être justement un sujet. C'est comme toute forme de diversité, ça crée de la richesse. Il faut quand même savoir c'est que le handicap, ça touche une personne sur deux au cours de sa vie. Donc, il est quand même fort probable à un moment donné que tout à chacun on soit touché, soit directement, soit indirectement par le handicap. Soit temporairement, soit... Bien sûr, c'est pas toujours définitif. T'as raison, Sophie. Hein, et le handicap peut être aussi temporaire, fort heureusement. Si je reviens sur l'acte de management, comment est-ce que le manager peut en parler ? Dans quelle situation c'est bien de tenir compte du handicap du collaborateur et d'en parler ? Tout ça tient si le collaborateur s'est déclaré ou pas. C'est-à-dire qu'il y a bon nombre de collaborateurs dans les entreprises qui ont une RQTH, c'est-à-dire qu'ils ont fait la démarche administrative auprès de la MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées, de leur lieu de résidence, et qui pour autant ne se déclarent pas auprès de leur employeur. Pour les raisons dont je parlais tout à l'heure, toutes ces représentations négatives, cette crainte de la stigmatisation ou autre. Il est certain que si le collaborateur a libéré sa parole, c'est, je veux dire, là, c'est une avancée extraordinaire, puisque ça permet d'avoir un management adapté, en fait. Le but, il est quoi dans une entreprise? Quelle que soit l'entreprise et quel que soit son secteur d'activité. Le management, il est toujours adapté. À l'heure actuelle, on manage pas telle ou telle personne de la même manière, mais je parle même pas là de handicap, parce que certaines personnes ont tel type de caractère, telle personnalité, d'autres en ont une autre, différente, donc on les aborde pas de la même manière, ainsi de suite et tout. Donc il y a un management, je serais tenté de dire, un peu sur mesure. Donc là, le fait d'avoir cette information-là, entre guillemets, sur le handicap, c'est que ça permet de savoir, ce que la personne a peut-être besoin en termes d'aménagement, quels sont un petit peu non pas les warnings, mais peut-être la veille qu'il faut avoir sur certains agissements. Peut-être que c'est une personne qui peut avoir parfois une baisse de concentration. Je dis ça, voilà, c'est pas toutes les personnes en situation de handicap qui sont dans cette situation-là, bien évidemment. Mais je veux dire, c'est d'avoir la parole libérée, et comme je le dis souvent, d'avoir un discours vérité. Mais un discours vérité des deux côtés, en fait. Tant côté management que côté collaborateur en situation de handicap accompagné. Et en fait, il faut absolument avoir cette communication-là entre eux, bien évidemment, entre ces deux personnes-là, mais aussi d'y intégrer la personne, enfin, tout du moins le responsable ou la responsable RH, et aussi, si dans l'entreprise, il y a quelqu'un d'identifié, d'avoir le référent ou la référente handicap ou la mission handicap aussi, de telle manière à ce qu'il y ait un accompagnement personnalisé aussi de la personne. En fait, le management doit être non pas dans un côté, c'est pas faire de l'ingérence à aucun moment, parce que de toute façon, sur le sujet du handicap, ça fait partie des questions qu'on n'a pas le droit de poser, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de demander quelle est la pathologie, on n'a pas le droit de demander ce dont la personne souffre. Je peux même tenter de dire que même si visuellement, on voit que la personne a des difficultés, je sais pas, par exemple, pour marcher, on n'a même pas le droit, on n'a pas le droit, qui que ce soit dans l'entreprise, manager ou pas, on n'a pas le droit de demander ce dont la personne souffre. Ça, c'est important, je trouve. Exactement. Je pense que là, il faut vraiment le répéter et le rabâcher si il le faut. Mais c'est vraiment un élément, une information hyper importante. C'est-à-dire que pour le coup, on n'a vraiment pas le droit de demander quelle est la pathologie, même si elle se voit. Voilà. Donc, alors, si elle se voit pas, encore plus. Mais si elle se voit, on n'a pas le droit de demander. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment quand il y a ce climat de confiance qui est créé, il y a un vrai climat de confiance, pas quelque chose où si on gratte, le vernis s'en va très vite. Non, c'est vraiment quelque chose de fort. Et en fait, en termes de management, moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Tout manager ne deviendra pas expert handicap, et c'est pas le but. Le but, c'est simplement de comprendre son collaborateur ou sa collaboratrice, comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes aussi. Peut-être que c'est quelqu'un
qui a besoin d'une écoute supplémentaire, qui a besoin autre, d'être aussi en écoute. Là, je parle pour le manager, d'être aussi en écoute de peut-être certaines remontées d'informations que la personne peut avoir de la part de la métier du travail, de peut-être de la part de la mission handicap ou peut-être de la RH, du service RH. En fait, tout ça pour dire que il faut entre guillemets, c'est pas le but de mettre dans un confort outrancier entre guillemets la personne en situation de handicap, parce que c'est pas le but, et les personnes en situation de handicap n'en veulent pas. Elles veulent être entre guillemets traitées comme tout à chacun, comme tout autre collaborateur ou toute autre collaboratrice de l'entreprise. Mais c'est d'avoir cette volonté en fait d'avoir cet accompagnement, on va dire personnalisé, un peu confidentiel, et entre autres sur le sujet du handicap. Et je pense que c'est hyper important pour pouvoir monter justement en compétence et sur le sujet. Et d'ailleurs, je pense que tous les managers le disent, c'est que tous ceux qui ont eu dans leurs équipes des personnes en situation de handicap, ça les a fait mûrir en fait, ça les a enrichis en fait. Ils se sont aperçus que ça avait même changé quelque peu leur vision même de management, parce qu'en fait ce management que le manager enfin justement va mettre en place auprès de ses collaborateurs, très souvent c'est un management qu'il va mettre en place aussi avec les autres, c'est-à-dire qu'il va le généraliser. J'ai une anecdote à ce sujet-là. C'était quelqu'un qui avait des audioprothèses. Quand elle arrivait en réunion ou autre, elle avait des soucis avec ses audioprothèses. Donc très souvent, en fait, elle s'apercevait que ses collègues, là, je parle même pas de manager, ses collègues ne l'entendaient pas. Enfin, elle pouvait passer pour hautaine, par exemple, le matin en arrivant, parce qu'elle n'allait pas dire bonjour. Et en fait, on s'est aperçu que lorsqu'elle était en réunion, c'était pareil, elle avait des dispositions, enfin du moins dans la réunion, dans la salle, qui n'étaient pas toujours pour elle favorables pour qu'elle puisse bien entendre. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle n'avait pas dit ni à ses collègues ni à son manager ce dont elle souffrait. Il a suffi juste d'en parler. Et en fait, ça a complètement changé, mais le management de l'entreprise, le management de son N+1, pour la très simple raison, c'est qu'il m'a dit, mais moi, Damien, j'ai complètement changé. C'est-à-dire que je me suis toujours mis face à elle, mais en fait, j'avais tellement pris l'habitude d'être face à cette personne en fait que même quand je voyais les autres, je me mettais aussi face à elles pour leur parler. Ils faisaient en sorte de se parler entre eux avec non pas des codes, mais vraiment d'attendre que tout le monde ait bien fini, de vraiment se regarder dans les yeux pour prendre la parole ou autre. Et en fait, ça avait instauré un management bienveillant, je serais tenté de dire presque naturellement. Mais tout ça, parce qu'à un moment donné, on a parlé du handicap, on a mis en sorte, enfin, je veux dire, on a mis le handicap au milieu de la table, à un moment donné, pour dire, ben voilà, ce dont souffre cette personne-là, voilà comment on peut faire, et ainsi de suite. En fait, très souvent, c'est que du bon sens. La plupart du temps, c'est que du bon sens. Ça me fait réagir du coup par rapport à ce que tu dis. Tu dis on a mis le handicap au milieu de la table, on en a parlé, mais si le manager ne peut pas en parler, ne peut pas demander au collaborateur ce qu'il a, comment on fait? Alors ça, c'est la plus grande difficulté, en fait. C'est la plus grande difficulté, c'est là pour le coup, étant donné qu'on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas aborder le sujet, enfin tout du moins on ne peut pas le demander. Si la personne, parce que la personne peut se déclarer auprès de son employeur, donc d'un point de vue administratif, donc elle déclare sa RQTH. En fait, si elle se déclare, elle peut très bien dire, mais moi je me déclare, mais j'ai pas envie que mon manager, moi N+1, soit informé. J'ai pas envie que mes collègues soient informés. Donc là, ça rend, je l'avoue, ça rend le management un peu plus complexe. Après, la plupart des handicaps sont invisibles. Donc, faut pas non plus se formaliser sur beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, c'est clair que l'idéal en soi, et je suis le premier à en parler, je l'ai fait tout à l'heure en introduction, je pense qu'on est bien plus à l'aise quand on parle de sa maladie, sa pathologie ou autre, parce que comme ça permet, il n'y a plus de questions. Voilà, on a expliqué, on a remis entre guillemets l'église au centre du village. Mais pour le coup, là, c'est vrai que quand le collaborateur n'en parle pas et ne veut pas en parler, ben c'est toute cette confiance qu'il faut justement instaurer. C'est tout cet aspect réellement accueillant à tout point de vue qui pourra peut-être permettre de libérer justement cette parole, et non pas pour avoir à proprement dit la maladie, parce que la pathologie nous intéresse pas en fait. On s'en fiche, ouais. Exactement. Dans la dimension dans une entreprise, et quelle que soit l'entreprise, le seul souhait, c'est de connaître s'il y a des aménagements possibles, c'est de connaître peut-être est-ce qu'il peut y avoir des effets à un moment donné secondaires suite à des soins, parce que ça peut être le cas sur quelqu'un qui a des soins un petit peu difficiles et sévères, qui peut avoir des effets secondaires 24 ou 48 heures après, c'est d'en être un peu prévenu un peu après de savoir ce dont souffre la personne. Enfin, je veux dire, qui que l'on soit, enfin dans le monde de l'entreprise, nous ne sommes pas médecins. Enfin, je veux dire,
dans la plupart des entreprises. Donc, pour le coup, ça a aucun intérêt de connaître la pathologie. Mais comme je le dis, de libérer cette parole de part et d'autre, c'est forcément mieux. C'est forcément mieux. Si je résume un peu, parce que tu nous as dit beaucoup de choses, il y a d'une part, donc, on n'a pas le droit de demander la pathologie aux collaborateurs. Néanmoins, ce qui nous intéresse finalement, c'est quand on sait qu'un collaborateur est en situation de handicap, c'est de connaître les aménagements et ses besoins. Donc soit via la médecine du travail, soit via les RH, soit via le collaborateur en direct. Donc vraiment d'être à l'écoute. Exactement. Et de s'adapter à lui et d'avoir un niveau de confiance et de transparence l'un envers l'autre qui est plus abouti possible, quoi, qui nécessite vraiment, qui génère une communication transparente et fluide. Et donc ça, finalement, c'est comme tous les collaborateurs, on essaye d'avoir la meilleure relation possible et dans les sujets qu'on va adresser dans la relation entre collaborateur et manager, il y a le sujet du handicap, des conditions de travail finalement du collab. Exactement. Je dirais que la seule différence qui puisse exister, c'est-à-dire que le fait que le collaborateur soit en situation de handicap, et je le dis reconnu, parce que tant qu'il n'est pas reconnu, il l'est pas en situation de handicap, je veux dire aux yeux de l'entreprise. Quand il est reconnu, c'est-à-dire quand il s'est déclaré, là pour le coup, c'est juste d'avoir, je dirais, un accompagnement un peu plus spécifique, comme je le disais tout à l'heure, à travers la mission handicap, le référent handicap ou RH ou autre. Mais c'est la seule différenciation qui existe, parce que en fait le management personnalisé, il existe. Enfin, il existe pour tout à chacun. Et la deuxième chose que je retiens aussi, c'est finalement le handicap n'est pas une compétence. Et donc, le handicap fait partie des conditions de travail, certes, mais quand on recrute quelqu'un, quand on évalue quelqu'un, on l'évalue pour le travail qu'il fait et pas au regard de son handicap à cause ou en faveur de son handicap. C'est exactement ça. On met pas le biais du handicap dans l'évaluation. Et voilà. Et là, je le dis autant dans l'évaluation, donc on va dire dans un collaborateur ou une collaboratrice, qui est bien évidemment dans l'entreprise, mais même aussi en termes de recrutement. C'est-à-dire que pour le coup, faut pas non plus se dire, moi je recrute cette personne-là parce qu'elle est handicapée. Mais non. Vous allez recruter cette personne-là parce qu'elle a des compétences, parce qu'elle a un diplôme, parce qu'elle a une habilitation, parce que sais-je, elle a une expérience, enfin ainsi de suite et tout. Enfin, je veux dire, le handicap n'est pas une compétence, et c'est surtout qu'il n'est pas non plus antinomique avec performance, très loin de là. Et peut-être, aller un cran plus loin, je me dis parfois dans le biais que peuvent avoir des managers dans le management de collaborateurs en situation de handicap, c'est quand on doit faire des feedbacks négatifs. Mais en fait, ce que je retiens d'une formation que j'avais suivie avec toi, et toujours dans cette logique d'évaluation des compétences, c'est pas parce qu'un collaborateur a un handicap qu'il est performant et qu'on ne peut pas ne pas lui dire qu'à un moment donné, il n'est pas performant, qu'il n'a pas l'attitude voulue, qu'il n'en fait pas assez. Exactement. On peut aussi avoir un niveau d'exigence pour un collaborateur en situation de handicap comme un collaborateur qui n'a pas de handicap. Oui, faut pas sacraliser non plus outre mesure je veux dire la personne en situation de handicap ou la personne handicapée dans l'entreprise. C'est-à-dire que faut pas la dédouaner de plein de choses, de retard, de manque de production, enfin ainsi de suite et tout. Non, à un moment donné, la personne est apte à travailler, comme je le dis, avec quand même un management bienveillant, mais pour le coup, il faut pas tomber dans l'excès inverse, en fait. Voilà, bienveillance ne veut pas dire complaisance et laxisme, quoi. Bravo, exactement. Ok, ça je trouve que c'est important et en tout cas moi je sais que ça m'avait beaucoup aidé à bien me positionner et à savoir où était, quelle ligne de conduite je pouvais adopter avec un collaborateur qui était en situation de handicap. Peut-être que on est dans une période super particulière, donc avec le télétravail, l'isolement, certaines difficultés économiques pour des entreprises. De ta vision, toi, quelles sont les conséquences de la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, sur le monde du handicap? Est-ce que c'est une opportunité ou plutôt une menace? Je serais presque tenté de te dire les deux, mon capitaine. Ouais. Non, mais les deux, mon capitaine. En fait, je pense que le télétravail se généralise, on le voit bien, et enfin, je veux dire, dans la plupart du cas, ça se passe bien. Mais deux choses à ça. La première, c'est que très souvent, quand les personnes ont un aménagement de poste, et particulièrement un aménagement de poste technique, j'entends pour les personnes qui sont dans le tertiaire, par exemple, d'avoir un fauteuil ergonomique, d'avoir le bureau modulable dont je parlais tout à l'heure, mais ça peut être aussi
une souris verticale, ça peut être un agrandisseur d'écran, enfin que sais-je. Très souvent, ces aménagements sont dans le lieu dans lequel la personne travaille, mais moins souvent à son domicile, parce que avant confinement, on va dire que le télétravail, c'était à raison de 1 jour par semaine ou 2 jours par mois, enfin des choses comme ça. Là, on est tombé depuis mars donc, de cette année, on est arrivé à des choses où on est 5 jours semaine en télétravail. Et très souvent avec des postes qui, pour le coup, donc le poste de travail qui devient à la maison, qui n'est pas toujours aménagé. Donc ça, c'est quelque chose aussi à avoir. Et quand je parle d'aménagement, c'est l'aménagement physique, dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi l'aménagement, par exemple, est-ce qu'on se soucie de savoir, est-ce que quand on fait une visio, par exemple, est-ce que la personne qui, par exemple, est malentendante, est-ce que l'outil qu'on utilise est bien adapté? Est-ce que, est-ce que quand on fait une réunion avec que des PowerPoint, est-ce que la personne qui est peut-être malvoyante, est-ce que chez elle, elle a un logiciel pour pouvoir décrypter et lire à voix haute le PowerPoint qui va être présenté à l'écran? Tout ça, toutes ces dimensions-là sont à prendre en compte. Donc ça, je parle d'un point de vue, on va dire, vraiment technique et matériel. Et puis après, il y a une autre dimension, c'est que le télétravail, d'y travailler chez soi, mais peut aussi, je dirais, isoler encore plus la personne. La personne qui vit seule chez elle, qui, à travers le travail, avait un lien social, avait des interactions sociales hein, avec des collègues, que ce soit la machine à café ou autre, se retrouve totalement seule. Alors certes, les quelques visios dans la journée peuvent permettre d'avoir ce lien, mais parfois ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que je pense que quand je te disais les deux mon capitaine, c'est que il y a ce qu'on appelle le syndrome de la cabane, hein, c'est-à-dire les personnes qui se complaisent entre guillemets dans le télétravail, hein, dans le fait de faire du home office, hein, de travailler à la maison, qui s'y complaisent et d'ailleurs qui se verraient bien poursuivre comme ça, parce que ça les rassure, le lieu est safe, ainsi de suite, c'est suffisamment sécure. Et puis il y en a d'autres qui malheureusement le vivent beaucoup moins bien. Et je pense que là, faut vraiment attirer l'attention. Je pense là pour les managers, c'est-à-dire que quand ils ont des personnes en situation de handicap et vraiment quel que soit le handicap, c'est d'être vraiment vigilant, c'est-à-dire à un moment donné de prendre contact aussi avec eux assez régulièrement avec ces personnes-là, peut-être un peu plus qu'avec d'autres collaborateurs, peut-être faire des choses peut-être informelles. Je sais qu'il existe des visios post-café, enfin des choses comme ça pour parler peut-être d'autre chose que du travail, mais et pour trouver un moment, faut même en distanciel, il faut réussir à recréer en fait ce lien social. Parce que chez certaines personnes, c'est extrêmement important, ça en est même vital. Et je le dis pas par hasard. Hein. Il y a vraiment des personnes qui souffrent de l'isolement du fait d'être en télétravail. Donc il faut faire extrêmement attention. Et bien évidemment, enfin voilà, il y a le côté technique et il y a le côté relationnel. Est-ce que quand on parle aussi d'opportunités, tu disais les deux mon capitaine, mais l'opportunité pour l'emploi, ça peut faciliter la vie aussi Bien sûr. de personnes en situation de handicap qui, pour le coup, chez elles, sont plus à l'aise qu'au travail, n'ont pas à prendre les transports. Exactement. Particulièrement dans les grandes métropoles. En fait, c'est clair que là, pour le coup, le télétravail peut répondre là de manière positive, hein, voire même de manière hyper positive, peut répondre vraiment je veux dire, à une attente là de certaines personnes en situation de handicap, de se dire mais voilà, moi j'ai plus les transports en commun à prendre, c'est une des réelles difficultés. Là, je pense plus à des personnes qui sont PMR, donc les personnes à mobilité réduite, hein, donc qui sont des personnes qui sont en fauteuil roulant. Je peux vous assurer que dans certaines villes, c'est la croix et la bannière de prendre les transports en commun. Là, vous vous doutez bien que le fait de travailler de chez soi, tous ces points noirs entre guillemets, toutes ces difficultés, ces obstacles rencontrés, je dirais à travers le transport, justement, ils n'existent plus. Donc là, c'est beaucoup plus favorable. Et très souvent, les gens qui sont en situation de handicap, enfin, au moins pour certaines personnes, se sont créés chez elles très souvent un univers, on va dire technologique, digital ou autre pour pouvoir aussi essayer de travailler dans les meilleures conditions. Donc je pense que ça peut réellement répondre favorablement. Mais comme je disais, il y a vraiment les deux cas et je pense que c'est aussi selon la situation entre guillemets personnelle, c'est aussi selon le handicap, c'est aussi selon le métier aussi, bien évidemment. Hein. Si vous avez des métiers liés à l'univers informatique, il est fort probable quand même que la personne soit déjà dotée d'outils chez elle. Après, si on est sur d'autres métiers, c'est pas toujours évident. La personne peut peut-être avoir chez elle qu'un simple ordinateur, on va dire de domestique, mais pas nécessairement un ordinateur professionnel. Donc ça rend
ça rend un peu plus compliqué je dirais l'adaptation. Mais les deux dimensions existent et les deux critères aussi. Donc je pense que c'est favorable pour les uns et pour d'autres. Pour d'autres, faut être vigilant. En fait, vraiment vigilant. Ça m'amène sur ce qui va l'événement qui va se tenir du 16 au 22 novembre, qui est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est cette semaine, ce qu'est cet événement et à quoi ça sert et comment on peut y participer? Alors, c'est un événement qui a été créé à l'origine par l'ADAPT. L'ADAPT qui fait partie des grands acteurs. C'est une énorme association, grands acteurs, on va dire, à l'insertion et l'inclusion dans le travail, enfin de moins des personnes handicapées. Et l'ADAPT a créé donc la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées en 97. Donc on en est à la 24e édition. Ça fait 23 ans, mais c'est la 24e édition donc cette année. En fait, donc ça a été créé par l'ADAPT et après ça a été repris, on va dire, à l'échelle nationale, gouvernementale, assez rapidement derrière, pour maintenant aller sur quelques pays européens. Alors, je ne vais pas annoncer le nombre, mais je crois que de mémoire, il doit y avoir 5 ou 6 pays européens qui ont emboîté le pas, donc qui ont repris le procédé. En fait, c'est quoi? C'est de mettre durant une semaine, donc la 3e semaine de novembre, c'est en fait de mettre en avant toutes les politiques handicap qui peuvent être performantes. C'est de mettre en avant toutes les solutions qui peuvent exister, alors, aussi diverses que variées, peut-être pour augmenter le sourcing des personnes en situation de handicap ou des personnes handicapées. C'est de faire rencontrer des personnes handicapées avec des entreprises, donc à travers des échanges, à travers des salons qui peuvent exister, à travers des événements qui s'organisent ou autres. D'ailleurs, cette année, particularité, le Duo Day qui s'organise normalement au printemps dernier, mais qui, pour les raisons du premier confinement, a été reporté donc durant la CEPH. Et là, il y a un Duo Day qui doit s'organiser durant la CEPH. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'avec le confinement qui a été remis au goût du jour, je ne sais pas comment ça va se faire. Le Duo Day, qui est aussi une particularité, c'est de permettre à une personne en situation de handicap, souvent très éloignée de l'emploi, très souvent sur un handicap lourd, mais pas que, mais souvent très éloignée de l'emploi, permettre le temps d'une journée de rencontrer une entreprise et de vivre au quotidien avec une personne le quotidien de cette dans cette entreprise-là sur un tel ou tel métier, de telle manière à faire découvrir dans un premier temps l'entreprise, de faire découvrir le métier ou autre. Donc en même temps que la CEPH va s'organiser aussi le Duo Day. Je sais que beaucoup d'entreprises se sont inscrites de telle manière à pouvoir avoir quelques candidats ou candidates durant cette journée-là. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment on va dire je l'appelle assez singulièrement et j'espère que personne ne m'en voudra, mais je la surnomme la Fashion Week du handicap. Sur un ton humoristique, bien évidemment, mais tout ça pour dire que c'est vraiment pour mettre en avant, entre guillemets, l'écosystème du handicap et de faire en sorte que tous ensemble, mais vraiment, quand je dis tous, c'est vraiment tous, tous les acteurs, que tous ensemble, on trouve des solutions pérennes pour les uns et les autres, pour plus que le handicap soit la première des discriminations dans le monde de l'entreprise, pour ne plus que les handicapés représentent le double, on va dire, des personnes valides en peu de chômage. Enfin, voilà, c'est ce vers quoi la CEPH existe et la volonté de la CEPH, même si derrière ça, il faut pas oublier que si les entreprises se limitent à faire qu'un événement durant la CEPH, je le dis très souvent, c'est comme lorsque vous invitez votre conjoint ou votre conjointe qu'une seule fois dans l'année au restaurant le 14 février. Je ne suis pas convaincu que pour maintenir la flamme, ce soit suffisant. C'est exactement pareil pour la politique handicap. Il ne faut pas se limiter qu'à la CEPH, il y a aussi les entreprises peuvent organiser des temps à tout moment dans l'année. Je veux dire, ça peut être en décembre, en janvier, que sais-je, en juin, peu importe. Mais à d'autres moments dans l'année, ne pas se limiter qu'à cette seule semaine, mais qui a sa raison d'être et qui, heureusement qu'elle est là et qui, je l'espère, cette année sera aussi concluante que les années précédentes, même si, par les conditions sanitaires, elle va être quelque peu particulière. On a parlé un peu de ton actualité avec Quid et Gamino. Si on a envie de prendre contact avec toi, comment on fait? Alors, plusieurs accès, bien évidemment, mon profil LinkedIn, donc sous mon nom, Damien Caillot, sous notre site Quid, donc quid.fr, KOUIDE.fr, GAMINO.fr aussi, dans lesquels il y a l'ensemble de nos coordonnées, de contacts ou autres. Merci beaucoup Damien pour ce contenu super riche et intéressant et inspirant, j'espère, pour beaucoup de nos auditeurs sur le thème du handicap. Merci, un énorme merci Sophie
comme je te l'ai dit dès que j'avais vu l'annonce de tes premiers podcasts et l'écoute ensuite des premiers podcasts, j'adore l'angle, j'adore la tonalité aussi, j'adore l'angle qui est vraiment donné, à tes podcasts. Donc moi, je souhaite très longue vie à Chef. Voilà, c'est toujours un plaisir d'être à ton contact et de te rencontrer. Donc longue vie à Chef. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous livre ce que j'en retiens. La première chose, si vous êtes recruteur, manager, RH, collègue de personnes handicapées, c'est que le handicap n'est pas une compétence. Que les personnes handicapées ont des compétences et font preuve de performance qui n'ont rien à voir avec leur handicap. Et le handicap ne doit pas être un biais ni dans le recrutement ni dans l'évaluation d'un collaborateur. La deuxième chose, c'est le rôle du manager, c'est de créer un climat de confiance et de personnaliser son accompagnement. C'est généralement ce qu'on fait pour tous les collaborateurs qu'on encadre, handicap ou non. Mais quand on a un collaborateur en situation de handicap dans nos équipes, le niveau d'exigence en matière de confiance, d'écoute, de bienveillance est exacerbé. Ça me fait penser à l'épisode de Chef avec Ludovic Giraudon, dans lequel on partageait que le management à distance est plus exigeant et doit être augmenté. Je trouve que c'est le même constat avec le management de personnes en situation de handicap. Ensuite, je retiens aussi l'importance de la transparence, de la communication sur le sujet du handicap. J'aime bien le proverbe « ce qui ne se voit pas n'existe pas ». Donc si les entreprises ne se positionnent pas vis-à-vis des collaborateurs sur le sujet du handicap, il va être difficile pour nos collaborateurs en situation de handicap d'en parler facilement, sans avoir peur d'être mis au placard. Donc abordons le sujet en entretien de recrutement, abordons le sujet en entretien annuel. D'ailleurs, peut-être qu'on a dans nos équipes un collaborateur en situation de handicap qui n'ose pas nous le dire. Dernière chose, mais pas des moindres, et là c'est pas un enseignement de l'épisode, c'est un enseignement de mon retour d'expérience que je voulais vous partager, notamment aux managers qui m'écoutent. Manager est un métier exigeant, mais c'est important d'être aussi tolérant et bienveillant avec vous-même. On apprend sur ce sujet, et quand on apprend, on fait des erreurs. Le handicap, c'est un sujet sur lequel vous allez peut-être apprendre, c'est un sujet sur lequel vous allez faire des erreurs, et c'est normal, c'est ok, c'est pas grave. Par contre, ne restez pas seul. Allez voir la mission handicap de votre entreprise, vos RH, la médecine du travail pour vous accompagner. Mais je suis convaincue que c'est en essayant d'être plus inclusif qu'on le devient vraiment, car si on n'essaie pas, là pour le coup on le deviendra vraiment pas. Voilà pour moi, je vous souhaite une excellente continuation, une excellente semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je vous invite à partager très largement cet épisode pour le sujet du handicap, pour Chef également. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Si vous écoutez Chef sur Apple Podcast, laissez-moi un commentaire. J'aime bien les lire et ça m'aide aussi beaucoup à mettre en valeur ce contenu. À bientôt et Kenavo pour les Bretons.